téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre du 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse. Et pour cette interview, je reçois ici le professeur Simon Ategbo. Il est pédiatre, chef du pôle enfants au centre hospitalier universitaire Fondation Jeanne Ebori. Professeur, bienvenue parmi nous. Bonsoir. Je l'ai dit tantôt, vous êtes pédiatre et la pédiatrie concerne les enfants. Qu'est-ce que la SAPI va apporter à cette catégorie de personnes? On parle bien des enfants. Merci madame. La participation des pédiatres à un congrès de ce type est bien nommée puisque lorsqu'on parle de pathologie infectieuse, on ne parle pas que de l'adulte, on parle de l'être humain en général. Et donc les enfants sont ceux que nous prenons en charge de la naissance jusqu'à l'adolescence, y compris jusqu'à l'âge de 19 ans. Et donc, les pathologies infectieuses concernent également ces tranches d'âge. Et dans ce genre de symposium et de manifestations scientifiques, il est important que les pédiatres ici viennent porter leur voix sur les particularités liées à cette catégorie d'enfants, liées à cette catégorie d'âge qui ont des particularités en termes de vulnérabilité au niveau de leur organisme par rapport aux pathologies infectieuses. Les pédiatres portent leur voix, vous le dites si bien. Quel est le message véhiculé depuis ce matin? Alors, les messages véhiculés ce matin concernant la pathologie infectieuse, c'est d'abord dire que chez toutes les fièvres de l'enfant ne sont pas liées au paludisme. Exactement. Et ça, c'est un message très fort que nous voulons que les parents connaissent, que la communauté connaisse, que chaque fois qu'un enfant fait de la fièvre, qu'on court lui acheter des antipaludiques, nous avons montré qu'une bonne proportion d'enfants ont de la fièvre et ce n'est pas forcément du paludisme. Et donc, le premier message, c'est de ne pas rentrer dans l'automédication, car toutes ces pratiques qui ne sont pas des bonnes pratiques n'arrangent pas l'écologie des microbes. Vous savez que les microbes s'adaptent également à tous les antibiotiques et tous les médicaments que nous utilisons. Plus nous les utilisons mal, plus ils vont s'adapter, plus on va avoir des difficultés à avoir des bonnes molécules pour soigner correctement les enfants. Peut-être revenir sur le geste même approprié lorsqu'un enfant présente une fièvre, présente des signes qui ne sont pas forcément normaux. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le parent conscient? Alors, pour le parent, devant la fièvre de l'enfant, la première chose et le bon réflexe, c'est de donner quelque chose qui fait baisser la fièvre. On commence par les mesures physiques, c'est-à-dire déshabiller l'enfant, lui faire prendre un bain tiède, lui donner suffisamment de boissons et donner peut-être un antipyrétique, c'est-à-dire quelque chose qui va baisser la fièvre. On peut s'arrêter là. Parce qu'aller au-delà et donner des antibiotiques, des antipaludiques, des mixtures pour lesquelles on n'a vraiment pas d'informations claires sur leur efficacité reste une préoccupation. C'est très bien tout cela, professeur. On sait qu'ici au Gabon, il y a des saisons sèches, saisons de pluie. Est-ce que l'apparition de ces infections chez les enfants est fonction de ce changement climatique? Alors, posez une très bonne question qui est de faire le lien entre les pathologies infectieuses et les saisons. Bien entendu, pendant la saison de pluie et pendant la saison sèche, nous ne voyons pas les mêmes pathologies chez les enfants. Chez les enfants, lorsqu'il y a les grandes saisons de pluie comme nous sommes actuellement, nous voyons beaucoup de paludisme apparaître. Puis ensuite, dans la saison sèche, où il y aura beaucoup de poussière, on va apparaître les infections respiratoires, notamment la pneumonie. Effectivement, il faut tenir compte de l'écologie, c'est-à-dire de la saisonnalité, mais ça donne pour les praticiens des indications de prévention, des indications d'anticipation également des pathologies qui peuvent arriver. Lorsque nous savons que nous sommes au mois de janvier, février, qu'on va avoir beaucoup de paludisme, nous anticipons également sur la formation et la disponibilité des médicaments pour les enfants. Ici, on comprend qu'il faut anticiper, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Professeur, peut-être revenir sur l'intérêt même de participer à ce 8e congrès. Alors, en tant que pédiatre. Le message fort que nous avons fait passer aujourd'hui concernant les infections respiratoires est de dire que la pneumonie est une pathologie potentiellement mortelle. La pneumonie, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, peut être prévenue, peut être prise en charge de façon adéquate pour un enfant qui tousse, qui fait de la fièvre, qui respire plus difficilement, qui a
a un rhume qui est déjà un peu jaune, qui est un peu plus sale que d'habitude, nous recommandons à ce que les parents aillent consulter. Et cela permettra de ne pas perdre trop de temps pour faire le diagnostic. La prise en charge de la pneumonie, qui est une pathologie vraiment importante pour laquelle nous interpellons vraiment les parents à faire des bons gestes, consiste à donner, lorsqu'il s'agit d'une atteinte bactérienne, le bon antibiotique. Lorsqu'il s'agit d'une infection virale, ne pas donner d'antibiotiques. Et lorsqu'il s'agit d'une pathologie qui est prévenue par la vaccination, de se faire vacciner pour éviter ces complications. La pneumonie, une pathologie assez présente. Que disent les chiffres? Vous avez une idée là-dessus? Nous avons au Gabon, dans les statistiques du service de pédiatrie du CHU Mère Enfant, c'est la deuxième cause d'hospitalisation après le paludisme. Et donc, vous voyez que c'est tellement important en sachant que la première cause est le paludisme. Il est donc important que les parents fassent preuve de responsabilité. Traiter le problème, l'infection, c'est également mettre un traitement adéquat, pas seulement se limiter au fait que l'enfant reçoive un médicament peut-être aujourd'hui et demain, tout va bien, on arrête. Le mieux serait qu'on coupe le mal à la racine, c'est ça, professeur? Tout ce qui concerne les traitements chez l'enfant, me donne l'opportunité de dire aux parents qu'un traitement chez un enfant doit être poursuivi jusqu'à son terme. D'où l'intérêt de pouvoir avoir des bons diagnostics et d'avoir des traitements. L'automédication nous vous évite à avoir des gestes, n'est-ce pas, qui sont inadéquats pour l'enfant. Lorsque vous n'avez pas de consigne d'un médecin sur la durée du traitement, vous n'irez pas au terme du traitement. Lorsque l'enfant qui récupère relativement vite, au bout de 2-3 jours, se met à jouer, on va arrêter le traitement, on va créer des résistances vis-à-vis des micro-organismes à ces pathologies-là. Finalement, quelle est la cartographie infectieuse au Gabon? Si on doit établir une cartographie, ce sera en fonction des types de maladies. Parce que le paludisme, il est ubiquitaire, on peut en avoir partout, un peu plus par un moment que par d'autres. Les infections respiratoires également sont ubiquitaires, les infections digestives sont ubiquitaires et sont saisonnières, vous l'avez dit tantôt. Ce qui est important surtout, ce sont les pathologies qu'on peut prévenir par la vaccination. Par exemple, la rougeole, on est passé sur une épidémie de rougeole il n'y a pas très longtemps. Et je suis au regret de savoir qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole au Gabon. Il s'agit d'un vaccin qui est gratuitement donné aux enfants de moins de 1 an. Et on ne comprend pas pourquoi on a moins de 60% des enfants qui sont couverts. Donc, vous me donnez l'occasion de passer un message clair de la prévention par la vaccination. La vaccination est un acte qui paraît banal pour les gens, mais si vous savez tout le bénéfice qu'on peut avoir en termes d'économie de santé, en termes d'angoisse familiale évitée lorsqu'on a évité une maladie par la vaccination. C'est aux parents de prendre les devants même. C'est toute la beauté de la pédiatrie. La pédiatrie, c'est une spécialité qui s'occupe et de l'enfant et de la famille. Et l'enfant, pour la plupart du temps, il ne prend pas les décisions. Donc, nous ne pouvons pas faire sans la famille. Effectivement, nous avons besoin que la famille écoute les différents messages de prévention que nous passons. Nous avons besoin que la famille puisse aller au bon endroit pour consulter. Nous avons besoin que la famille puisse exécuter les ordonnances telles qu'on les a prescrites. Et surtout qu'ils puissent revenir également dans les contrôles pour pouvoir être sûr que le traitement se passe bien. Il n'y a que en faisant ça qu'on va avoir des résultats probants. Avec tout ce que vous rencontrez sur le terrain, vous avez certainement des attentes. Quelles sont-elles? L'attente du pédiatre que je suis, c'est que les enfants aient mieux et que les parents ont moins de soucis de santé pour leur enfant. Et je peux dire essentiellement que nous sommes du côté de la famille. C'est l'existence de notre métier, c'est de faire en sorte que les enfants aillent mieux. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment en termes de pathologies infectieuses, mais le plus important, c'est la prévention. Et la prévention passe par les messages que vous passez, par les informations que nous recevons et ceux que nous donnons aux parents. Mais malheureusement, nous avons encore des messages contraires que nous voyons dans la population et qui sont très préjudiciables pour les enfants. Quels sont ces messages, par exemple?
Alors, Nous sommes là pour briser le tabou, parler. Je vais briser le tabou parce que j'ai une préoccupation importante concernant des pratiques sur les lavements qui sont faits aux enfants devant toute fièvre. Est-ce que c'est socio-anthropologique? Est-ce que c'est pour traiter la fièvre? Alors, dans les récits, mais au temps de nos grands-mères, c'est ce qu'on faisait. Moi, je disais qu'au temps de nos grands-mères, il n'y avait pas les pesticides non plus. Donc, les plantes ne sont pas forcément les mêmes. Je suis presque persuadé. Ce n'est pas pour aller contre les pratiques existantes, mais dès que ces pratiques existantes traditionnelles sont délétères pour la santé de l'enfant, je dois porter mon cri d'alerte. Qu'un certain nombre d'enfants que nous recevons, qui reçoivent des lavements, et vous ne pouvez pas imaginer la panoplie de mixtures qui sont données en lavement aux enfants, partant d'une dolée, avec du piment, avec du savon noir, avec du pétrole, avec plein de choses. Tout y passe. Vous serez même surpris de savoir que les enfants de moins de 3 mois parfois ont ce genre de trait. Donc pour nous, il est important de revenir sur des fondamentaux. Le système sanitaire au Gabon est tellement bien huilé, il y a disponibilité de recours aux soins, donc du moins dans les grandes capitales, dans les grandes villes et même ailleurs, on peut se passer de certaines choses qui peuvent être délétères pour l'enfant. Vous faites bien d'aborder le pont prévention. Pour prévenir, il y a également des gestes à adopter. La Covid-19 nous a montré qu'il faut nous laver les mains régulièrement. Est-ce que pour prévenir les infections chez les enfants, il faut continuer dans cette lancée? Alors, la prévention des infections par le lavage des mains n'est pas limitée aux enfants. Que ce soit en milieu hospitalier, ça fait partie des triptyques de notre développement de soins sanitaires, à savoir que nous devons éviter tout ce qui est geste de soins sans avoir fait au préalable l'asepsie de nos enfants. Il faut également, chez ces enfants, continuer à jouer sur un environnement qui est sain, c'est-à-dire qu'un environnement moins souillé, avec un enfant qui a une hygiène corporelle, du code-dentaire, etc. Tout ça, c'est très important pour le bien-être de l'enfant. Professeur, quelles sont les infections qui sont fréquentes dans la société gabonaise et quelles sont vos attentes par rapport à ce 8e congrès qui se tient ici à Libreville? Alors, en termes de fréquence d'infection, nous avons le paludisme, et qui est une infection liée au plasmodium, qui est transmis par un moustique, ça vous le savez. Il y a les infections respiratoires aiguës, nous avons parlé de la pneumonie, nous avons parlé des bronchites, nous avons parlé des bronchiolites, qui sont des infections qui sont saisonnières, qu'on voit souvent en saison sèche. Il ne faut pas oublier les gastro-entérites, les diarrhées, qui sont très importantes, surtout en période de pluie. Nous avons des infections neuroméningées, notamment les méningites, et un certain nombre d'enfants vont convulser parce qu'ils ont cette atteinte de neuroméningée. Et puis nous avons les infections urinaires. Alors, est-ce qu'il y a des algorithmes de prise en charge au Gabon pour ces différentes infections? La réponse est oui, ils existent. Est-ce qu'il y a des molécules pour les prendre en charge correctement? La réponse est également oui. Mais est-ce que cela est pris en charge correctement? Je dirais non, tout simplement parce que les algorithmes ne sont pas forcément bien appliqués, parce que le recours aux soins par les familles n'est pas toujours très ordonné, parce que les algorithmes et les recommandations qui sont prévues, que ce soit dans la communauté et en milieu hospitalier, ont besoin d'être améliorées. Donc, c'est ce que nous voulons que la SAPI, dans ses recommandations, va essayer de reporter toutes ces recommandations pour qu'ils soient appliqués, de sorte à ce que, en dehors de ces recommandations, si on peut habiller ça par l'hygiène des mains et les bonnes pratiques et le bon usage des antibiotiques, on arrivera certainement à améliorer le cours des choses. Merci professeur Simon Atekbo. C'était là d'ailleurs votre mot de fin pour clore cette interview. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24.